Que se passe-t-il en France Potemkin ? Des musées qui sont pillés ? Grimpe le mont de charge, fracture la porte-fenêtre et entre dans la galerie d'Apollon. Des magazines qu'on censure ? Paraît que t'as des propos intolérables, où il n'y a pas de tolérance. Des associations subventionnées qui se mêlent de décider qui a le droit de s'exprimer ou non ? Nous faisons de l'information, pas de la propagande. Un président qui se mêle de liberté d'expression sur les réseaux sociaux ? Dont les algorithmes sont faits pour favoriser l'excitation cognitive, la surréaction. Vous avez vu les derniers résultats du sondage d'opinion ? Et pendant ce temps, France Potemkin, ce sont des emplois qui disparaissent et des industries qui sont délocalisées. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. On parle de tout ça et de plein d'autres choses encore dans la grande revue de presse de rentrée de Jamais trop pas assez, avec Lou Marie quand il aura fini de la préparer. Je m'amène chez vous dans 5 minutes et je veux que ces documents soient prêts, espèce de vieux connard de scribouillard. C'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Bonjour, c'est Louis-Marie. Et Seb Musset. C'est jamais trop. Pas assez. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouveau numéro de Jamais trop pas assez. Après une bonne semaine d'absence, de 10 jours même, Lou-Marie, ça va bien ? Ça va bien, j'ai été visiter la campagne. J'étais à la campagne et j'ai pu profiter de l'automne. C'est bien, tu as bien fait. Moi, j'étais sur des trucs beaucoup plus terre-à-terre, à base de bricolage. Cette semaine, on va donc rattraper l'actualité avec une émission spéciale revue de presse de l'actualité riche et abondante en France et à l'étranger. On va parler du Louvre, on va parler de l'Irlande, on va parler de la censure de la Furia, plein d'autres choses encore. Mais avant tout ça, je vais d'abord te laisser le micro pour ton édito de la semaine. Louis-Marie, à toi. Merci, mes chers Seb. Que l'on ne se trompe pas dans son entretien télévisé qu'il a donné sur France 2, alors qu'il était en position de démissionnaire, Sébastien Lecornu l'a dit. Encore fallait-il tendre l'oreille. Quoi donc ? L'avènement d'une démocratie sans déimos. Dorénavant, a-t-il précisé, le Parlement aura le dernier mot. Autant de franchise prononcée dans un souffle devant une Léa Salamé à la voix brisée. Cela aurait dû nous alerter. Nous nous sommes concentrés sur le mot « désormais ». Nous l'avons entendu et nous avons dit « enfin ». Joignant presque le geste à la parole, notre désormais Premier ministre a annoncé qu'il n'aurait pas recours à l'article 49.3, celui-là même dont Elisabeth Borne s'était fait une spécialité, voire une gourmandise. N'est-ce pas la preuve que quoi ? En fait, non, car plus loin dans ce même interlude entre deux répétitions, Lecornu nous avoue qu'une grande majorité de députés ne veut pas d'une dissolution. De ceux qui, n'en doutons pas, craignent de se représenter devant leurs électeurs, car ils savent qu'ils n'y survivront pas. C'est donc un Parlement survivant accroché à ses débats et son train de vie comme une cravate à sa chemise qui sera désormais le seul et dernier lieu de la démocratie française. Sous la houlette de notre couple de Ceausescu du Touquet, en dehors des grilles du palais Bourbon, ne règne que l'absurde, l'arbitraire et le tir de LBD d'un pays à l'abandon, de services publics dévastés, où l'on risque sa vie en rentrant de l'école ou en allant à l'hôpital. Mais rassurons-nous, les Russes ne pourront pas nous envahir car nous sommes les plus forts, les plus beaux, les plus fiers et les meilleurs, et que les travaux incessants dans Paris les en empêcheront. Et en plus, nous vivons dans un état de droit. C'est pas les OQTF non exécutés qui diront le contraire, ou bien les journalistes de la Furia. L'état de droit, c'est comme le monstre du Loch Ness, tout le monde en parle et personne ne l'a jamais vu. On est parti tout de suite pour la revue de presse. S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de ça, moi ? Bon, on s'en fout, on n'a pas le temps, on prend tout, on choisira plus tard. Une fois n'est pas coutume, je vais m'intéresser un peu aux finances de ce pays et à sa générosité envers les organes de presse. En ces périodes de rigueur budgétaire, il se trouve qu'il pleut des aides pour ceux qui relaient la parole des maîtres. On peut commencer avec Libération, qui va recevoir un nouveau prêt du milliardaire Daniel Kretinsky, on l'apprend sur le site de Challenge. Qui est le propriétaire, me semble-t-il, de Libération. Oui. Voilà, mais ça marche pas, donc il remet au pot. Donc il remet au pot, ouais. Donc le milliardaire tchèque qui a fait fortune dans les centrales de charbon polluantes a déjà prêté 30 millions d'euros à Libération et donc c'est reparti pour un tour. Mais l'État n'est pas en reste. L'agence France-Presse va recevoir 147 millions de subventions en 2026, voyant ainsi son aide publique augmenter de 2%. En tous les cas, je peux dire une chose, et ça tombe sous le sens, on peut dire de Kretinsky que ce n'est pas un tchèque sans provision. Oh, elle est belle celle-là. Alors, un pro, hein.
On reviendra tout à l'heure sur un peu le petit monde des médias, des aides et des ceux qui ont le droit de parler, ceux qui n'ont pas le droit de parler, parce qu'apparemment il y a quelque chose qui est dans les tuyaux de par notre... Ouais, on entend dire qu'effectivement il a l'air difficile de s'exprimer dans un état de droit, en tous les cas dans le nôtre. Moi, tu sais, je ne cache pas mon attachement à notre charmante et sémillante Manon Aubry, qui sur Twitter salue la victoire en Irlande de Catherine Connolly, une femme de gauche, élue au poste de présidente grâce au soutien du Sinn Féin. Elle dit, Manon, que c'est la victoire d'une gauche forte sur ses appuis, sociale, antilibérale et pro-palestinienne. Bon, rappelons à notre ami Manon, qui voit la victoire de la gauche dans sa main droite, que le président irlandais est un rôle purement honorifique. En Irlande, il ne sert strictement à rien. En tous les cas, juste à inaugurer les chrysanthèmes, et que le Sinn Féin, qui est un parti originaire d'Irlande du Nord, prône la réunification de l'île, c'est en fait un parti nationaliste. Manon. Normalement, j'ai un jingle qui est préparé. Il est où ton jingle, Manon? Je le fais à la bouche. Je fais les jingles à la bouche. Alors, puisqu'on est... j'ai toujours, j'ai toujours du côté de cette gauche que j'aime, Ercia Soudet, qui passe au prud'homme pour licenciement abusif. Vive la gauche. Oui, alors je crois qu'elle a favorisé, en fait, elle a licencié abusivement son ex-collaboratrice pour mettre à sa place son mec qui se trouve être... un Jordanien, voilà, qu'elle a mis dans son lit et dans son bureau. Et avec un argument claqué au sol qui est qu'elle a besoin d'un traducteur. Voilà, c'est une députée française. Bon, je ne vais pas faire de name dropping, mais ça me rappelle tellement quelqu'un du même... tu veux dire quelqu'un qui aurait embauché, par exemple, Bruno Le Maire, qui aurait embauché son épouse? Non, je pensais pas à François Fillon. Je parlais de quelqu'un d'une autre femme de gauche. Mais bon, je vais pas... J'en ai trop dit ou pas assez, je sais, mais je vais m'arrêter là. En tous les cas, personne n'a jamais fait ça, d'embaucher son conjoint. Ah oui, ça embaucher, mais ça c'est de bonne guerre, Bon, écoute, ce qui est moins bonne guerre, c'est de virer la personne à la place. Elle l'a pris mauvaise. On va suivre ça. J'aimerais tellement voir ce que les prud'hommes vont décider. Licenciement abusif quand t'es de gauche, je sais pas. Si tu savais, oui, mon bien ami. sûr que je n'ai pas d'illusion sur la pureté morale de la gauche. Voilà. Alors, puisqu'on est dans la pureté morale à gauche, as-tu... Alors, déjà pour Dublin, puisque je parlais d'Irlande, maintenant qu'ils ont une présidente de gauche, les Irlandais devraient applaudir dès demain. Ils sont un peu ingrats parce que là, des milliers de manifestants ont assiégé un hôtel pour réfugiés. Ah oui, j'ai vu ça. Méchants manifestants, où se trouvait un migrant ayant violé une jeune fille de 10 ans. Voilà, c'est une manie, on en avait parlé il y a un mois à peu près de ce qui se passait dans un autre endroit d'Irlande. Il s'avère en travaillant le sujet que il y a déjà une trentaine d'hôtels pour migrants qui ont été incendiés sur toute l'île. Les Irlandais n'ont pas l'air d'apprécier complètement cette histoire. Oui, on se demande bien pourquoi. Peut-être Édouard Louis qui va nous aider à comprendre. Oui, voilà, parce qu'en fait je pensais que tu allais parler d'Édouard Louis. Mais oui, mais Édouard Louis va nous aider à comprendre, puisqu'il déclare en interview, ce cher Édouard, à propos de la ville d'Athènes. À Athènes, comme souvent dans les grandes villes par rapport au reste du pays, les personnes qu'on croit sont beaucoup plus progressistes. J'ai toujours rêvé d'un régime politique alternatif dans lequel les villes et les campagnes auraient des gouvernements différents. Pourquoi Paris, Athènes et Berlin n'auraient-elles pas un seul et même gouvernement et la campagne française et la campagne grecque un autre gouvernement? Si les campagnes votent à droite et les villes à gauche? Point d'interrogation. Pourquoi est-ce que les villes devraient souffrir du racisme du reste du pays? Cela permettrait aussi de défaire les nations, les nationalismes. Bon, je sais que c'est une utopie absolue, mais j'y pense souvent. Si ça, c'est pas un social traître, je sais pas ce qu'il nous faut. Nous serions tous des troubadours. Et on pourrait vivre de paix, d'amour dans le monde gentil. Édouard Louis, qui vient de la Somme, qui vient d'un milieu très populaire, c'est Édouard Louis, c'est la vision des pauvres selon les éditions Le Seuil. Il a coché toutes les cases pour entrer dans le... Non, c'est clair. Il a coché toutes les cases et il continue. Au moins, il sait... il faut pas mordre la main qui te nourrit. Voilà, c'est notre Benjamin Biolay de la littérature. Je sais même pas qui est Benjamin Biolay, en fait. C'est
c'est le prophète des victoires électorales argentines. D'accord, bon, on va en parler. Alors on en parlera tout à l'heure. Toi, tu nous parles médias, justement. Ah oui, alors moi je suis un tropisme média. Donc là, tu te souviens, on en a beaucoup parlé. Je rapproche mon micro parce que je crois que l'Arcom, voilà. Delphine Ernotte, l'affaire Thomas Legrand, Patrick Cohen. Eh bien, il y a du nouveau. Thomas Legrand et Patrick Cohen vont-ils être inquiétés ? Delphine Ernotte va-t-elle être sanctionnée pour collusion avec le PS ? C'est le Dallas français. Voilà. Eh bien, je réponds à ta question. Bien sûr que non. Nous sommes en France Potemkin. Donc, qui va être sanctionné ? Qui va être inquiété ? Sur qui va-t-on enquêter ? Personne. Bolloré. Ah oui, bah oui, voilà, pardon. Voilà. L'Arcom va instruire une saisine contre CNews et Europe 1 concernant le traitement de l'affaire Thomas Legrand et Patrick Cohen. On l'apprend dans les Échos. Et donc, voilà, c'est le monde à l'envers. Quand même, on parle une fois de plus de collusion entre un parti politique et des journalistes du service public. Tous ces gens-là sont payés par nos impôts. Et qui on va inquiéter ? Enfin, sur qui on va enquêter ? Bolloré, qui n'a rien à voir avec le SMIC. Qui n'a rien à voir, et puis qui par ailleurs détient donc un média privé, et que si ça gêne les gens, qu'ils ne le regardent pas, c'est privé. Voilà, c'était une petite anecdote rigolote. Oui, mais attention, ça va être fait dans le respect des règles d'un état de droit. Oui. Je n'en doute point. C'est ça qui est important. Là, on va passer sur un peu plus massif, au sujet d'un magazine dessiné que je connais. Je crois que j'en ai jamais lu un seul numéro, qui s'appelle La Furia. J'en ai effectivement jamais lu, mais je pense qu'après ce que tu vas nous dire, on va s'abonner direct. Donc Laurence Franceschini, présidente de la CPPAP, donc ça va être l'Arcom de la presse, a retiré l'agrément presse du magazine satirique de droite La Furia, privant le titre de ses aides et de sa diffusion nationale dans les kiosques. L'obligation kiosquier de prendre La Furia. Alors, cette Laurence Franceschini, je parlais de l'Arcom, c'est l'ex-directrice juridique du CSA, donc l'organisme qui a donné lieu à l'Arcom, et ancienne membre du comité éthique de France Télévisions. Elle a refusé de justifier sa décision auprès de l'AFP. Ce qui est étonnant, c'est que c'est une décision administrative, et il me semble qu'en France, toute décision administrative peut être contestée et doit être justifiée. Alors, cette décision a été prise après des plaintes déposées par l'association SOS Racisme, dont on a déjà parlé ici. Et qui ont été classées sans suite. Donc SOS Racisme, on le rappelle, c'est une association qui fait partie des associations signaleurs de confiance, qui n'ont plus de raison d'être autre que de faire appliquer la censure. Parce que la censure que l'État ne pourrait pas se permettre de faire, en fait, ça passe à travers des... C'est une externalisation de la censure. Voilà. C'est une externalisation de la censure, grâce à des associations grassement subventionnées, qui n'ont d'autres motifs que ça, en fait, signaler des gens qui déplaisent au pouvoir. Voilà. Oui, mais attention, dans le respect des règles de l'état de droit. Cette histoire, La Furia, effectivement, j'avais déjà un petit peu entendu causer de La Furia, je ne l'avais jamais lu. Et puis, ce que je trouve très intéressant dans cette histoire, c'est que donc Laurent Oberton et Marceau, qui sont l'un est journaliste et l'autre est dessinateur de La Furia, se démultiplient sur les réseaux, on les voit et on les entend un peu partout. Et avec un argument, alors on peut discuter longuement sur le fait qu'il s'agit d'une censure administrative, ni plus ni moins, mais c'est surtout qu'il propose, donc les conséquences sont financières, parce que l'agrément presse oblige les kiosquiers à prendre le magazine, indépendamment du contenu politique, et donc ça assure à La Furia d'avoir une présentation sur tout le territoire. Donc là, ils sont sûrs en tout cas qu'ils vont disparaître des kiosques, et donc ils se multiplient sur les réseaux pour appeler les lecteurs et les gens qui soutiennent La Furia à s'abonner au journal, puisqu'un abonnement c'est de l'argent frais qui rentre et qui est déjà disponible, on n'est même plus à attendre les ventes du prochain numéro. Et ça pourrait bien marcher. Et c'est là où ça serait terrible que ça marche, parce que si ça rendrait La Furia complètement indépendant de vente dans les kiosques, et surtout, l'agrément presse n'aurait plus de valeur, plus d'intérêt pour eux. J'ai presque envie de m'abonner rien que pour ça. Parce qu'en fait... Au pire, il gagnerait même, c'est vraiment une très bonne opération financière. Ce serait une bonne opération financière. Si ça se convertit en abonnement massif, tu gagnes beaucoup plus en ne te distribuant pas.
Et... C'est ça. Et en fait, ça illustre bien, si ça marche, ça illustrera la totale incompréhension du pouvoir des réseaux sur l'élite. Et enfin, signalons quand même à titre de comparaison, et ça nous renseigne, je pense, Rivarol, qui est un torchon antisémite, d'extrême droite, négationniste, et à force de dire l'extrême droite et le fascisme, on ne sait plus du tout ce que c'est. Quand tu lis Rivarol, tu as une idée de ce que c'est. Donc Rivarol, qui a été fondé en 1951, a perdu son agrément presse en 2022. Ouais, récemment. Récemment. C'est-à-dire qu'il a fallu 70 ans pour supprimer l'agrément presse d'un véritable torche-cul. Je pense qu'il trouve le FN trop mou et trop à gauche à Rivarol. C'est du bayrou-isme. Oui, c'est ça, c'est limite. Ouais. Jean-Marie Le Pen, c'est le Bayrou de droite pour Rivarol. Donc, il a fallu 70 ans pour qu'ils perdent leur agrément presse, alors que la Furia, suite à une dénonciation des SOS Racisme classée sans suite par la justice, a tout de même perdu son agrément presse en quelques semaines. Ouais. Sur le fond du truc, c'est quand même, on parle d'un magazine d'humour. Alors je ne sais pas où sont ces Je suis Charlie. Quelle serait la réaction de SOS Racisme si jamais, je ne sais pas, je dis ça au hasard, il y a des mecs d'extrême gauche s'énervaient un peu et je ne sais pas, aller flinguer Marceau par exemple dans son atelier, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Comment ils iraient défiler à Place de la République? Voilà, déjà, je pose la question. Dirait-il je suis Marceau? Je suis la Furia. Bon, ça c'est une chose. Moi, ce que je trouve intéressant. Il se trouve, j'ai une anecdote par rapport à la Furia, dont j'ai appris l'existence. Je ne connaissais pas ce journal. J'ai appris l'existence il y a quelques années par la volonté de certaines personnes de l'interdire. Voilà, c'est l'effet stressante. Voilà, concrètement, parce que j'avais une relation dans le monde de l'édition qui avait affaire avec les distributeurs, enfin le gros distributeur presse français, en fait, qui distribue la Furia. Et alors, je ne peux plus te dire l'année, je pense que c'était il y a au moins 3-4 ans, c'était avant ou après le Covid, je sais pas. En tout cas, c'était au tout début de la Furia, c'était dans les premiers numéros. Et déjà, à l'époque, il y avait des pressions des éditeurs parisiens, je te parle de gros éditeurs, qui ont pignon sur rue, pour retirer, faire pression sur le distributeur pour pas que la Furia soit en kiosque. Déjà à l'époque. C'est comme ça que j'ai pris connaissance de ce journal. Ça me rappelle, moi, l'histoire qu'a racontée Tatiana Ventose à propos de son livre. Donc elle écrit un livre, un manuscrit, elle le présente à des éditeurs de Paris d'ailleurs connus. Comme elle a déjà écrit des livres, elle a des contacts. Même des éditeurs engagés, et les éditeurs se signalent comme intéressés, puis très rapidement ils tournent Kazakh en disant c'est pas possible. Elle a fait plusieurs vidéos là-dessus, qu'elle raconte que ça a été jusqu'au distributeur, parce que une fois que les éditeurs ont refusé, qu'a fait Tatiana Ventose, elle s'est auto-éditée. Et là, c'est les distributeurs, y compris la Poste, qui lui ont posé problème pour acheminer son livre au lecteur. Mais le bilan, tu sais combien elle en a vendu de livres à Tatiana Ventose à l'heure actuelle? Donc elle a créé une maison d'édition autour de son livre. Elle en a vendu 12 000. Ouais, c'est pas mal. 12 000, si tu en vends 500, juste dans le monde du roman, 3 000 exemplaires, c'est un best-seller quasiment. C'est un best-seller. 95% des romans ne dépassent pas les 3 000 exemplaires. Je crois que c'est même pas, c'est 500, je crois. Avec ces 12 000, donc c'est un essai, avec ces 12 000, elle a fait un carton. C'est l'effet stressant et prévisible. Prévisible. Donc ça montre qu'ils ne comprennent pas le monde dont ils administrent les habitants. Ouais, tout à fait. Alors, à propos de gens qui ne comprennent rien à rien, je te propose que l'on visionne. Alors, je dois avouer que j'étais un peu en retard sur cette bataille parce que ça a eu lieu début octobre. C'est un discours de Macron à Saarbrück, en Allemagne. Je te propose donc qu'on écoute notre glorieux président. Gloire à lui. C'est une vidéo de 3 minutes. Et dès que tu veux dire quelque chose, dès que tu veux intervenir, tu interromps. Tu lèves le doigt. Et voilà, nous écoutons notre glorieux président qui s'adresse à la population. Nous avons eu l'immense naïveté de confier notre espace démocratique à des réseaux sociaux qui sont à la main soit de grands entrepreneurs américains, soit de grandes sociétés chinoises, dont les intérêts ne sont pas du tout la survie ou le bon fonctionnement de nos démocraties. Alors déjà, quand il dit nous avons eu la naïveté de
de confier notre espace démocratique, j'aime beaucoup le nous, c'est à croire qu'il n'y avait que cet espace-là, et donc voilà, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté, et que cet espace-là, donc l'Assemblée nationale, je l'ai dit dans mon édito, c'est donc plus l'espace démocratique français. Donc aujourd'hui, ce qui reste de l'espace démocratique français est assuré effectivement par des plateformes. Oui, mais comme tes voitures, comme ton électricité, voilà. Et puis on a aussi confié nos données de santé à Google, donc non pas à Google, à Microsoft. Comme ton robot ménager, ton aspirateur, tes clés USB, enfin voilà, on a tout, on n'a plus aucune souveraineté en rien du tout. On a tout confié. Donc il découvre les réseaux sociaux. Bon, ça fait quand même, ça fait bientôt 20 ans que ça existe, Facebook. Hein, ouais, ça fait 20 ans même. Ça fait 20 ans. Et puis ensuite, et Internet, au-delà de ça, Internet a été créé officiellement, je crois, en 69. Donc voilà. Bon, donc j'ai envie de dire, c'est bien le moment de dire que c'est une menace pour la démocratie. Il fallait peut-être s'y intéresser avant. Ça fait 56 ans qu'Internet existe. Et Macron est né en 78. Hein. On aurait pu demander à sa femme. Alors là, c'est les applaudissements, parce qu'il a sorti vraiment quelque chose qui méritait d'être applaudi. Ouais. Alors, là, ils sont tous... les gens qui l'écoutent craignent Internet. Voilà. Vous vivez dans des espaces où, dès leur plus jeune âge, vos enfants sont exposés au pire contenu, et regardez l'épidémie de troubles mentaux, de troubles du comportement alimentaire de nos adolescents et de nos jeunes. Alors, évidemment. Rien à voir avec le confinement, par exemple. Voilà, oui, non. S'il y a un mec qui a rendu le pays complètement dingo, maboule, et qui surtout a créé... les jeunes. Et surtout les jeunes. Je rappelle l'épisode, les auto-attestations, les confinements, les masques à l'école. Le vaccin dont on ne sait pas trop s'il est un vaccin, tout ça pour aller boire un café. On n'a pas rendu... Non, lui, ça ne fait pas partie du paradigme. Là. Bizarrement, c'est la faute aux réseaux sociaux. Il est totalement corrélé à l'émergence de ces réseaux sociaux. Oui. Nous avons laissé s'installer des espaces publics où tout est fait pour ne plus raisonner. Puisqu'au fond, l'ordre de mérite, c'est que l'émotion est supérieure à l'argument, et que l'émotion négative est supérieure à... Mais là, il vient de donner la définition de l'éducation nationale. Des espaces publics où tout est fait pour ne pas raisonner. Oui, tout à fait. C'est l'éducnat. Mais sinon, Macron, c'était pas lui qui faisait des vidéos avec Carlito et McFly un truc, oui. C'est un biais complet. Un biais complet ? Pour que nos démocraties aillent aux extrêmes. Pour que le bruit et la fureur l'emportent sur l'argument raisonné. C'est le grand chelem. Pour que rapidement la musique disparaisse, pour laisser place au cri. Wow. Voilà, donc en fait, réseaux sociaux égale extrême droite, voilà, et donc égale, il faut interdire. Et en plus, moi, il y a un truc, c'est une question que je me pose depuis quand même un bon paquet d'années. Le FN, aujourd'hui RN, de deux choses l'une. Soit on l'interdit, on estime que c'est un parti fasciste et qu'il est dangereux pour la démocratie, et on l'interdit purement et simplement, soit il ne l'est pas, et il est autorisé, c'est auquel cas il est dans la démocratie. Non, mais le fait, en gros 50 ans qu'on vit avec cette poupée épouvantaille du FN RN, c'est un peu comme l'Europe, en fait. C'est le supra-argument qui coupe court à la raison, au raisonnement, en fait. C'est marrant parce qu'il parle d'émotion et de raison, mais en fait, c'est exactement... Il fonctionne sur l'émotion. C'est exactement ça, en fait. L'utilisation du RN ou de l'Europe, c'est... toujours pareil, c'est toujours on fait passer l'émotion d'abord. C'est-à-dire que on a bâti l'Europe sur plus jamais la guerre, plus jamais la... Ça pouvait s'entendre, mais il y a plus que ça. Et on t'enfile par derrière tout le reste. Et l'utilisation du RN est la même. C'est-à-dire que le RN, c'est de l'autre côté. L'Europe, c'est pour le bien. Le RN, c'est contre le mal. Tu vois. Et en fait, on fonctionne comme ça. Et au milieu, t'as l'homme politique qui fout plus rien, qui est responsable de rien, puis qui a de moins en moins de pouvoir et qui peut juste s'auto-maintenir en place en agitant les deux trucs. En essayant de s'auto-maintenir en place. C'est pas ma faute, c'est l'Europe, et puis si c'est pas moi, c'est le RN, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est pas moi qui décide, et de toute manière, si c'est pas moi qui décide, c'est le RN ou c'est moi le chaos. Ouais, voilà, tout à fait. C'est pas moi qui décide, mais c'est moi le chaos. Alors, je te propose de terminer de continuer plutôt. Et dont les algorithmes sont faits pour favoriser l'excitation cognitive, la surréaction, le volume de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas, favorisant, là encore, les extrêmes. Parce que derrière, le cœur de ces modèles, c'est la monétisation. Alors, c'est rigolo parce qu'il vient de découvrir qu'on peut faire de l'argent avec Internet. Ça, c'est déjà bien. Il a mis un pied dans le 21e siècle. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que la politique qu'il nous propose, c'est un truc qui n'est pas excitant. C'est un truc qui ne fait pas bonder. Non, mais en plus, c'est rigolo parce que là, il parle des algorithmes et des faux comptes. Et, il me semble qu'ils l'ont fait, non ? Moi, j'en ai déjà parlé dans cette émission, mais je veux dire, moi, la première ingérence que j'ai vue sur les plateformes par rapport à la politique française, je l'avais déjà vu de l'étranger, mais je l'avais rarement vu de la France jusqu'à présent.
ans, c'est lors de sa première campagne présidentielle. Ouais. C'est là qu'ils ont commencé à shadowbanner des comptes. Bizarrement, quand on faisait un peu de... Et je te parle pas de 2017, là, je te parle déjà de 2015. Quand tu commençais à parler mal de Macron, t'étais ghosté. Et je sais de quoi je parle, j'en ai fait partie. J'ai fait partie de la charrette. Et puis on voit les Twitter fights aux États-Unis. On a bien vu qu'il y avait eu des demandes de la part du FBI. Alors ça concerne les États-Unis, mais nul doute qu'on n'est pas en reste. Pavel Durov l'a exprimé il n'y a pas très longtemps. Et il y a encore eu l'affaire des... Là, est-ce que le Monde, c'est le Monde, ça vient du Monde, a révélé sur les faux comptes pour noyer le poisson dans l'affaire Benalla, où ils avaient une cellule. Alors une fois de plus, c'est pas des choses qui sont internes à l'Élysée, c'est souvent délégué, ça passe des filtres associatifs. Ils sont pas si cons non plus. Mais le résultat est le même. C'est-à-dire que mystérieusement, quand tu dis du mal de Macron, tu disparais des réseaux. Et pour l'instant, c'est que des réseaux. Je sens qu'il t'a excité là. Il t'a excité, Macron. Je l'aime pas. J'aime pas cet individu. Mais bon. Nous n'avons pas conçu nos démocraties pour ça. On est très loin de l'agora démocratique. C'est sûr que le 49.3, c'est super démocratique. Mais ça n'a jamais existé, l'agora démocratique. De quoi il parle ? C'est-à-dire, si tu veux organiser une agora dans un pays où il y a 45 millions d'électeurs, il va falloir le faire avec Internet. Ouais, c'est fabuleux. Allez, on le termine. Et donc, si nous ne nous réveillons pas, nous, Européens, pour dire nous voulons reprendre le contrôle de nos démocraties, je vous l'écris d'ici 10 ans. Tous ceux qui jouent sur cette infrastructure ou avec elle auront gagné. Alors, oui, je veux juste, moi, peut-être reprendre le contrôle. C'est une bonne chose de reprendre le contrôle des démocraties. D'abord, tu respectes le vote des électeurs, quand tu perds une élection. 2005, voilà. Et puis tu respectes le référendum. Et puis, moi, j'aimerais bien reprendre le contrôle de nos frontières. Mais je note qu'il a une formulation qui est très étrange. Il dit, nous, Européens, si nous voulons reprendre le contrôle de notre démocratie. Oui. C'est très étrange. Il n'y a qu'une démocratie, c'est l'européenne. Ouais, c'est la méta-démocratie. Il n'y a pas de peuple européen, mais il y a une démocratie. Ça rejoint mon édito, la démocratie sans déimos. Et nous serons un continent, comme beaucoup d'autres, de complotistes. Nous serons un continent de bruit et de fureur. Voilà. Alors, si nous croyons dans l'ordre démocratique, c'est fou. Remettons la science et la connaissance au cœur. Donc en fait, la science et la connaissance, c'est lui. C'est ça le... il vient de dire qu'il faut embaucher des professeurs. Au cœur. Remettons la place de la culture, de l'éducation, de l'apprentissage au cœur. Protégeons nos adolescents et nos jeunes de ces réseaux sociaux. Donnons des règles à ces réseaux sociaux pour qu'ils aient en quelque sorte les mêmes que ceux de l'espace démocratique. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de gens cachés, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de faux comptes qui créent de faux emballements. Et faisons respecter les mêmes règles. Bon, alors je vais arrêter avec ça parce que jamais on lui a donné autant de place dans notre émission, mais voilà, c'est un gros... C'est ce qui se passe quand un président n'a plus que 10% de popularité dans son propre pays. Et qu'il est très illégitime. Et qu'il se sent de plus en plus isolé. Il a tendance à faire taire toute la contestation. Là, pour l'instant, il fait surtout taire son auditoire. Mais donc c'est très étonnant ce discours en plus venant d'Allemagne. C'est pas nous avons les moyens de vous faire parler, mais c'est nous avons les moyens de vous faire taire. Et notons que l'Allemagne et les Pays-Bas sont les deux pays qui se sont très fortement opposés au projet Chat Control, notamment parce que l'Allemagne a quelques souvenirs liés à la Stasi, au fait d'écouter, et les Pays-Bas c'est autre chose. Mais c'est de là que vient la plus forte opposition, et c'est à eux qu'il va raconter qu'il faudrait interdire. Voilà, bravo. Voilà. Bon, donc on sent que ça va se resserrer un peu sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est surtout le discours d'un homme aux abois qui a pu longtemps attirer et qui fait tout. Ça ressemble à voilà. ça. Et avant de passer à la chronique, je te propose et faire une petite pause dans cette revue de presse. Je te propose un petit interlude. Cambriole le Louvre. Dépêchons-nous, on va louper la partie de Châtelet. Grimpe le mont de charge, fracture la porte-fenêtre et entre dans la galerie d'Apollon. Brise la vitrine et empare-toi des joyaux de la couronne sans casser tes bris. Avec 4 personnages intrépides, le Louvre en version micro, le mont de charge et les trésors. Ah bah dites-moi mes braves, vous êtes du pays ? Je peux pas aller à la cave. Mais si, on serait mieux pour causer. Pour causer de quoi ? De tout, de rien. Nous allons parler du Louvre, il faut en parler parce que c'est la grosse news qui est survenue au premier dimanche des vacances. Et je pense que ce n'est pas un hasard d'ailleurs, parce que je pense que tout Paris était absent de cette ville. J'ai jamais vu ça, même au cœur du mois d'août, je n'ai pas vu une ville aussi vide que Paris la première semaine des vacances de la Toussaint. Donc c'était la date idéale pour faire un beau cambriolage à 100 millions d'euros.
car plusieurs millions de bijoux historiques ont été volés donc ce dimanche matin en 4 minutes au musée du Louvre, au nez et à la barbe du personnel, avec un mode opératoire de folie, donc un monte-charge, 2 disqueuses, 2 gilets jaunes, un coup de pied dans une porte-fenêtre en bois vermoulu, le tout à 100 mètres du siège parisien de la police judiciaire et à 1,5 km du ministère de l'Intérieur. Voilà, c'est fabuleux. Si tu veux... c'est pas Ocean 11, tu fais pas un film avec ça, tu fais un court-métrage. C'est Ocean Zero. Donc 4 minutes de boulot pour un pactole de 100 millions d'euros. C'est ça la France qui entreprend, c'est ça la France qui gagne, on aime cet esprit. Mais soyons plus sérieux, ce vol s'inscrit dans une série de cambriolages qui frappent les musées français depuis la rentrée des vacances. Le 3 septembre 2025, le musée Adrien Duboucher de Limoges s'est fait voler des pièces de porcelaine rare estimées à 10 millions d'euros. Dans la nuit du 15 au 16 septembre 2025, des malfaiteurs ont dérobé 6 kilos d'or pour une valeur de 600 000 euros au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. C'est pas rien quand même, il faut partir avec les 6 kilos d'or. Avec le vol du Louvre, évidemment, on ne pouvait pas mieux résumer, c'est pour ça que j'en parle, le pitch de notre émission, Jamais trop pas assez, le podcast de la France Potemkin. Voilà, parce que là, la France Potemkin, c'est résumé dans ce casse. La France Potemkin, c'est une belle façade, mais derrière, tout est complètement pourri. Dans la France Potemkin, on se réchauffe à la chaleur de nos principes d'humanisme avec des portraits de banataires, mais on peut violer tes frontières, violer ta mère, tuer tes enfants à la machette à la sortie d'un gymnase, décapiter des enseignants à la sortie d'une classe, voler ton plus gros musée en défonçant une porte en bois. Des terroristes clandestins peuvent squatter ta baraque et toi faire de la prison parce que t'as voulu les expulser, et tu dois toujours fermer ta gueule, payer plus d'impôts et surtout voter contre l'extrême droite, car ce serait le plus grand des périls pour la belle harmonie qui anime le plus beau pays du monde, bien sûr. La France Potemkin, c'est le pays où le citoyen peut à la fois être constamment fliqué sans pour autant être en sécurité. C'est un pays où il peut se faire flasher dans la rue parce qu'il est mal stationné avec sa voiture, tout en étant trucidé à l'intérieur de la dite voiture sans que personne autour ne bouge le petit doigt. La France Potemkin, c'est un pays où un steak à 10 balles au Franprix et où même les spectacles de Dieudonné sont mieux gardés que le plus grand musée du monde. Mais le plus beau en France Potemkin, c'est que plus tu montes en responsabilité, plus personne n'est en fait responsable de rien. Tout le monde a bien fait son travail. Alors que toi, quand tu prends un bain en moussant, tu mets la planète en péril, eh bien la directrice du Louvre, qui se fait piller 100 millions d'euros en un claquement de doigts, elle garde son poste, confortablement rémunérée. Mieux encore, elle se chope les encouragements du président de la République. Entre prétentieux incompétents, dans la France Potemkin, on se coopte et on se comprend. L'irresponsabilité, l'argent gratuit et le bas les couilles sont les mots d'ordre de la France Potemkin. Lola et Philippine se sont fait tuer par des OQTF multirécidivistes ? Pas de responsable, c'est la faute à pas de chance. Le Louvre se fait braquer 100 millions d'euros ? Pas de responsable, faudrait même voir augmenter le budget. La France est plombée par une dette publique de 4 milliards après 4 décennies de politique socialiste ? Pas de responsable, on va même remettre les socialistes au pouvoir pour trouver de nouvelles taxes afin de faire payer les Français et permettre à la machine qui pond des normes et des salaires pour technocrates de perdurer. C'est simple, nos élites n'assument rien. Rien, si ce n'est leur gros salaire que nous leur réglons bien tous gentiment, intégralement et bien docilement. Alors, comment ne pas perdre la raison et son argent, Louis-Marie, en France Potemkin, quand la prime va toujours aux parasites, à l'inutile et à l'incompétent. Peut-être à son tour ne plus en foutre une, et comme disait jadis ce chanteur anticapitaliste, être désinvolte et n'avoir l'air de rien. Ce côté, on s'en bat les couilles, effectivement, est en train de se répandre comme une flaque de mazout sur la côte bretonne. C'est, de manière plus sérieuse, ça me fait penser à cette réflexion de Castoriadis, Cornelius Castoriadis, philosophe, un philosophe de gauche non marxiste, je le dis, qui parlait de gisement anthropologique, c'est-à-dire pour dire que le capitalisme et le libéralisme s'installent dans des sociétés où existent des gisements anthropologiques. Et ces gisements anthropologiques, c'est le fait qu'un avocat, un juge fait son travail est honnête. C'est indépendamment du fait qu'on le paye. La conscience du travail bien fait est un des gisements anthropologiques. Et récemment, là, j'ai vu ça hier, là, en Turquie, il y a un scandale d'arbitres de football qui faisait des paris sur les matchs, qui truquaient. Qui ne l'a pas fait. Voilà, et c'est donc le moment où, si tu veux, le juge, l'arbitre en l'occurrence, n'est plus honnête. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le capitalisme installé dans la société extrait tout ce qu'il peut du gisement anthropologique qui précède. Il est parfaitement incapable de créer ce gisement. Donc voilà, on arrive au moment, quand tu disais on s'en bat les couilles, on est à ce moment-là. Tu vois bien qu'on a entendu, les services de sécurité n'ont strictement rien fait. Ils ne sont pas là pour ça et ils sont balèques. Mais t'as vu leur communiqué, tu me parlais du communiqué de presse. Alors, le communiqué de presse, effectivement, qui est truffé, de fautes d'orthographe,
d'orthographe, de fautes de typographie. Il y a la reine machin qui s'écrit sans majuscule, la reine, et puis la reine d'après, 2 mots plus loin, c'est avec une majuscule. Donc il y a effectivement ça, il y a des espaces un peu partout. Donc on se dit, le ministère de la Culture a mandaté le stagiaire qui s'en battait les couilles et qui a écrit un communiqué de presse truffé de fautes. Mais quand je te parlais de vacances scolaires, je déconne pas. Je pense que c'est la clé du truc. C'est la clé du truc. C'est tout le monde était barré. C'est-à-dire, au Louvre, ils étaient barrés. À la police, ils étaient en congé. C'est pour moi la plus grosse. Il y a des problèmes de fond dont on parle, mais je pense que c'est le balèque suprême, c'est ces vacances de la Toussaint, en fait. Et c'est fascinant. C'est fascinant. Moi, c'est hallucinant que. Moi, je suis allé au Louvre il y a pas longtemps. Je m'étais fait la réflexion sur les fenêtres. Je me dis, putain, les fenêtres sont quand même bien dégueulasses, quoi. Je m'étais fait la réflexion. Je dis, c'est même pas du double vitrage. Enfin, j'hallucinais, quoi. Mais ce qui est fou, c'est que quand tu visites le Louvre, il faut que tu réserves en ligne. Il faut que tu arrives une demi-heure à l'avance. Tu as 4 contrôles. Enfin, je veux dire, l'histoire, elle te prend 1h30. Enfin, je veux dire, juste pour rentrer dans le musée, quoi. Ouais, je veux dire, la prochaine, moi, sachant ça, je passerai par la fenêtre la prochaine fois, tu vois. Non, mais ça te revient moins cher, effectivement. Alors là, il a été volé, le chariot élévateur, dans la ville du Louvre, la ville de Louvre. Déjà, ça revient moins cher. Mais de le voler, et même de le louer, ça te reviendrait quasiment moins cher. Donc, non, il y a ce climat de plein d'élitement là, de la société, ça se détricote, mais tu sais, on arrive vraiment au bout. Alors, voilà, moi je trouve ça effectivement très triste et en même temps très drôle. Alors, j'ai appris, dernière info du jour, parce que c'est dans le canard enchaîné que je viens d'avoir sous les yeux, que les travaux de sécurisation du Louvre, parce qu'il y avait un rapport qui est sorti entre-temps en disant que c'était quand même une cata au niveau sécurité, que les fameux travaux de sécurisation du Louvre ont été retardés à cause de Macron. Parce qu'il ne voulait pas je crois que c'est une histoire de... c'est parce qu'il a déclaré... en fait, il y avait un truc qui était prévu et lui, il est arrivé dans le machin en disant je veux... Il a fait, tu sais, au début de l'année, il a fait tout un discours sur la salle dédiée à la Joconde et tout. Et en fait, ça a mis le bins dans le machin, ils ont dû tout refaire. Donc, du coup, ces travaux de sécurisation n'ont pas été faits. Voilà. Pas été faits. Attends. Voilà, bon, c'est un détail. C'est un détail. À propos, petit aparté culture Louvre. Donc, je suis allé au Louvre. J'étais pas allé depuis très très longtemps, enfin, donc avant le cambriolage, je ne suis pour rien dans cette histoire. T'étais pas en repérage ? Je suis pas assez bricoleur pour ça. Il y a effectivement la Joconde, où tout le monde va, mais sachez qu'avant la Joconde, dans la galerie juste avant, il y a 2 autres tableaux de De Vinci qui sont pour moi tout aussi bien, voire mieux, et qui sont accrochés et les gens passent devant sans les regarder alors qu'ils vont le faire la queue. Mais ce qui est terrible, c'est que les gens ne vont pas voir la Joconde, les gens vont se photographier devant la Joconde. Ils s'en foutent de la Joconde. C'est affolant, tu as 2 autres tableaux. Alors, il faut savoir que De Vinci a fait, je crois, 10 tableaux en tout. Il n'y en a que 10 identifiés sur toute sa carrière, donc en fait, dont 3 au Louvre. Donc, un des 3 est la Joconde, il y en a 2 autres. Et les 2 autres sont, comme d'autres, dans la galerie principale, au milieu d'autres tableaux de la même époque. Et voilà. Bon, et personne, tout le monde passe devant sans même. Vraiment, j'étais, tu sais, ça m'a fait un bizarre. Alors que la pièce d'à côté, tu as 1 heure d'attente pour juste voir la Joconde en tout petit, de très loin. En tout petit, de très loin, voilà. S'il n'y a pas de la soupe dessus. Mais de toute façon, autre anecdote, c'est donc Baker, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est l'entreprise allemande qui fabrique le modèle de monte-charge utilisé. Ah oui. Alors, lors du braquage du Louvre, qui a profité de l'occasion pour récupérer donc la photo et faire sa pub avec. Et donc, on voit la photo de l'engin déployé près du Louvre. C'est la Dutch Qualitat et le slogan c'est quand il faut faire vite. Oui. L'amitié franco-allemande. Voilà. On en parle. Il paraît qu'ils ont arrêté 2 mecs, un Algérien, un Malien. Moi, je serais bon. Qui n'était pas sous OQTF. J'espère. Ce serait le pompon. Ce serait le pompon. Mais bon, c'est très. Pour l'instant, c'est très vague. On ne sait pas grand-chose. À mon avis, on ne reverra jamais ces bijoux. Ça va être un peu comme Notre-Dame. On peut savoir ce que ça sera pour ces messieurs ? T'as dit la même chose d'amnésique ou quoi ? Bon, en tout cas, moi j'ai une nouvelle d'importance puisque les fêtes arrivent. Oui. Et je tiens à te dire, c'est sale temps pour les huîtres. Ah, tu voulais faire ça tout de suite ? Oui, écoute, fais sale temps pour les huîtres. Sale temps pour les huîtres, non, c'est pour un peu détendre l'atmosphère, parce que voilà, on vient d'apprendre, on est en train, déjà, on accuse les huîtres de péter.
et de mettre en danger la planète avec leur flatulence. Tu te rends compte si c'est pas un scandale, ça, on va se gaver d'huîtres péteuses les fêtes arrivées. Mais en plus de ça, puisqu'on est dans le caca, nos députés qui ne sont jamais à court d'une norme à la con viennent d'imposer les barges ostréicoles. Tout le monde voit ces bateaux plats sur lesquels il y a juste une petite cabine de 50 cm² d'espace. Donc les barges ostréicoles devront être équipées d'un chiotte. Bah oui, écoute. C'est normal quand même. C'est quand même normal parce que j'espère que le fonctionnaire qui a pondu cette norme est grassement payé. Bah, j'espère qu'il a essayé de monter sur une barge ostréicole. Voilà. Donc les huîtres pètent et les ostréiculteurs ne chient pas. C'est européen ou c'est français cette norme ? C'est européen, j'imagine. Oh, j'imagine que de toute façon, si y a une contestation, on va dire que c'est européen. D'accord. Bon, écoute, ça tombe bien. On va faire une petite pause. Figure-toi que nous avons des documents inédits ici, et nous avons un document inédit. J'ai un enregistrement de la rencontre entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron après le désaveu de l'ex-premier ministre. Je croyais que tu allais nous passer un tube de Prince avec Claude François. Non, alors non, là j'ai pas de musique, c'est vraiment un enregistrement, voilà, et vous l'entendrez pas ailleurs, c'est inédit. Donc Macron qui recadre Édouard Philippe. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Viens ici, sale enculé! Salaud! Vas-y! Donc Argentine, victoire de Javier Milei aux législatives. Victoire surprise, tu as oublié. Victoire surprise, victoire de celui que l'on donnait perdant, donc victoire du fascisme. Et aux Pays-Bas, on en avait parlé, mais donc au moment du tournage, ce mercredi 29 octobre, les Hollandais sont appelés aux urnes parce qu'effectivement, le leader du parti d'extrême droite a lâché la coalition, donc a provoqué des nouvelles législatives. Et là, c'est aujourd'hui qu'ils votent. D'accord. Alors, ils sont en tête dans les sondages, l'extrême droite, donc... L'Argentine, on sait que Milei c'est l'extrême droite et puis que. Oui, c'est ce que je veux dire. Milei c'est pas l'extrême droite. Non, mais si. Oui, c'est comme ça qu'on le qualifie ici, mais c'est plus. Je t'arrête tout de suite avec ton révisionnisme. L'extrême droite. C'est tous ceux qui sont pas d'accord avec nous. Déjà. Et Milei, il est d'extrême droite. Tu dois le savoir. Ok. Alors, donc Milei est d'extrême droite. Gert Wilders. Voilà, il est d'extrême droite. Bon, no Passaran quand même, hein. Ça marche. Pas Saran plutôt. Oui, ça voulait dire ça. Mais un chiamo tutti antifascisti. Non, Passaran très fort même. C'est pour ça que je me dis, ça fait 20 ans que nos Passaran, mais ça Passaran un max, donc il faudrait peut-être revoir la manière dont on s'occupe de la question. On est c'est pas ça, c'est qu'on est dans un... On pense que le déni suffit en France, et le déni et la censure peuvent suffire. Moi, je pense que c'est même un peu plus pervers que ça, c'est que la gauche n'ose pas se l'avouer, mais grâce à l'existence de ce que alors, encore une fois, puisque c'est elle qui qualifie d'extrême droite, ce qui commence à peu près au niveau du bouton du gilet de François Bayrou, et qu'après ça c'est l'extrême droite. De cette manière, la gauche se fabrique un ennemi éternel qui lui permettra de vivre éternellement. Ce que je te disais tout à l'heure sur Macron, ce qui est valable pour Macron est valable pour eux aussi, en fait. C'est-à-dire que tu te fais rien de tel qu'un bon méchant dans un film. Voilà. Avec un bon méchant, tu peux faire plusieurs suites au film. Et la gauche n'existe que par ces méchants. Que par ces méchants-là. Oui. Voilà. Quitte à les inventer ou même à les faire renaître quand ils sont un peu en perte de vitesse. Oui. On parlait tout à l'heure de SOS Racisme. Il ne faut pas oublier que SOS Racisme, au départ, ça a été monté clairement dans cette idée-là, de mettre, de faire monter. C'était une instrumentalisation de Mitterrand pour faire monter la médiatisation du FN. Du FN. Et maintenant, tu vois bien que c'est SOS Racisme. Maintenant, son boulot, c'est en fait de pointer des trucs sur Internet pour aller passer le dossier à Macron pour qu'il fasse faire le truc. Si le RN n'existait pas, SOS Racisme serait bien ennuyeux. D'ailleurs, et puis anecdote, SOS Baleine, c'est parce que les baleines disparaissent. Oui. Alors SOS Racisme, ça devrait être ça aussi. On l'a déjà dit dans une émission. Voilà. Étymologiquement même, ça n'existe pas en fait. C'est-à-dire qu'il crée un concept en fait. Donc c'est le racisme. Si t'es vraiment un antiraciste, le mot n'a même pas de sens parce que ça ne peut pas exister. S'il n'y a pas de race, il ne peut pas y avoir de racisme. Alors, et puis dernière nouvelle peut-être.
peut-être dans ce monde qui va si bien. Il semble que l'Allemagne a perdu 250 000, on apprend dans les Échos que l'Allemagne a perdu 250 000 emplois industriels depuis 2019. Alors en fait, les Échos trichent un peu. C'est effectivement depuis 2019 qu'ils ont commencé à compter, mais le gros des emplois industriels, c'est récent. Ouais. C'est récent. Ouais. Il y a plein de raisons à ça, notamment le fait d'avoir flingué Nord Stream et d'avoir flingué le principal fournisseur d'énergie bon marché. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que la Chine n'est plus du tout un constructeur industriel ridicule en matière de machines-outils et de voitures. Voilà. Donc, mais moins cher. Oui. Donc l'Allemagne est en train... l'Allemagne est en train d'essayer de gonfler son PIB avec des trucs bidons qui ne sont pas de la production. Bon, même la Chine, ils vont nous vendre bientôt les mouchoirs pour qu'on pleure dedans. Quoi. Je pense qu'ils nous les vendent déjà. Alors moi, c'est moins spectaculaire parce que je peux te parler un peu des fondements français. Je voulais te parler de Stellantis, mais je me rappelle que tu en as parlé la semaine dernière, mais j'ai appris que en fait, les chaînes d'approvisionnement, mais ça va recouper ce que tu vas dire, hein. Les chaînes d'approvisionnement étaient fermées, ils préféraient licencier les gens, les mettre en licenciement technique, parce qu'il manquait de composants bloqués en Chine. Et alors, c'est vraisemblablement aussi une conséquence de l'affaire Nexperia dont on a parlé. La Chine a ordonné à Nexperia de cesser tout envoi. Donc là, il y a des lignes de production de l'industrie automobile qui sont bloquées. Ouais. C'est encore un magnifique contre-son-camp. C'est superbe. On est au top. On a vraiment tout compris. C'est penser que la Chine, qui est, rappelons-le, le pays dont le PIB national est le plus important au monde, ils sont passés devant, ils sont premiers, que la Chine allait se laisser faire. C'est d'une naïveté doublée d'une connerie sans nom. Alors, moi, je vais revenir en France petite. Alors, c'est vraiment anecdotique dans l'océan de mauvaises nouvelles économiques. Je viens d'apprendre que Tesser ferme son usine en Isère, Tesser, les sirops Tesser, là où tout avait commencé depuis 300 ans. C'est comme on parle d'une entreprise qui a quand même résisté à plusieurs crises. Résisté à plusieurs crises économiques, révolution industrielle, 2 guerres mondiales, enfin bon, voilà. Mais ça n'aura pas survécu à Macron. Donc, les sirops seront désormais produits au Royaume-Uni, et en Irlande. Voilà, la désindustrialisation française continue. Parce que dans cette magnifique utopie qu'est l'Europe, on a oublié d'harmoniser les lois fiscales de chaque pays. C'est le premier truc que j'aurais fait, mais bon. Mais donc on a créé un dumping interne à nos propres frontières avec qui crée des déséquilibres, ce qui fait que nous, on a des mecs qui font notre plomberie, qui viennent de Lituanie ou je ne sais quel pays et qui sont payés 10 fois moins cher, et que nos bouteilles de Tesser vont être fabriquées en Irlande, dans un pays où il y a une défiscalisation. Tu te rends compte que Tesser, ça a commencé en 1720. Oui, ça a même survécu à la Révolution. Ça a même survécu à la Révolution française. C'est pour ça que j'en parle, c'est que je trouve ça très très symptomatique. Et puis ça parle à tout le monde, Tesser, tout le monde sait ce que c'est. C'est plus français. J'en parlais donc avec un ami et puis on s'était dit c'est fort de ce constat, on va aller voir comment on vit en Irlande par rapport à la France. Et là, j'ai regardé le PIB par habitant de l'Irlande et j'ai comparé avec celui de la France. Et bien, figure-toi que le PIB par habitant en Irlande est plus du double de celui de la France. En France, on est à 46 000 $ et en Irlande, on est à 107 000 $ par habitant. L'Irlande qui était un pays extrêmement pauvre. Qui était un taudis il y a 20 ans. Un taudis il y a 20 ans où on mangeait de la pomme de terre et point barre. Donc voilà, sans crème fraîche. Voilà, je pense qu'ils ont compris 2-3 bricoles que nous, on a eu du mal à saisir. Bon. En plus, Tesser, ils ont acheté les moulins de Valdonne, c'est des super sirops. Ok, c'est pas nos sponsors. D'ailleurs, ils peuvent nous si Moulin de Valdonne veut nous sponsoriser... J'en profite, on a pas un Ulule, on a un Tipeee. Voilà, si vous voulez aider un peu cette émission, cette jeune émission qui débute avec des gens qui en veulent. Avec des jeunes qui n'en veulent. Voilà, qui peuvent faire vous pouvez faire un don sur notre Tipeee, jamais trop, pas assez, le Tipeee dont l'adresse s'inscrit ici. On va rester sur une note économie un peu plus... qui va parler à tout le monde. Parce que je viens d'apprendre que c'est le site Monevox qui nous confirme qu'à partir de novembre 2026, les facilités de caisse et les découverts bancaires vont entrer dans le cadre complet du crédit à la consommation, c'est-à-dire que c'est la fin des découverts bancaires automatiques. En fait, ça va impacter beaucoup de monde, puisque si c'est considéré des découverts qui sont en fait des trucs qui sont généralement négociés un peu suivant... Alors c'est plus tellement à la tête du... Enfin si, c'est à la tête du client. Avant, ça pouvait se négocier en face à face, mais maintenant, comme il y a tout devient dématérialisé, puis de toute façon, ils font tourner les conseillers bancaires pour pas qu'il y ait d'affinité. C'est beaucoup plus difficile de négocier un découvert maintenant. Mais si c'est négocié comme un crédit classique à la conso, pour déterminer la solvabilité, on applique la règle des 30%. Ça assure que tes charges mensuelles ne dépassent pas 30% de ton salaire net. Alors,
En se basant sur cette formule, une personne qui gagne 3 000 € et paye 1 000 € de charge est déjà à 33% d'endettement. Considéré comme une mensualité de crédit, un découvert régulier de 400 € ferait alors passer le taux d'endettement à 46%. En toute logique, le dossier ne passerait pas, même si tu gagnes 3 000 €. Et par exemple, même pour une personne qui gagne 2 000 €, un découvert de 500 € pourrait être impossible à obtenir. Et comme tous ces gens qui ont du mal à finir le mois, donc sont à découvert avant la fin du mois, et pour qui un salaire, ça allait juste pour se maintenir à flot, se remettre un petit peu en jambes. Ça va être un problème. Ça va être un gros problème, et vu que ces personnes-là sont nombreuses, c'est mon point suivant, c'est que justement, un quart des salariés en France gagnent moins de 1 700 € net. Voilà, j'expliquais que c'est un petit peu problématique. Alors, c'est aussi un casse-tête pour les banques, parce que il n'est pas encore tranché comment ça va se passer avec les anciennes conventions, s'il y a une rétroactivité, enfin ça va être compliqué. C'est la promesse donc d'une trappe à paupérisation pour les gens les plus pauvres, qui vont se retrouver possiblement encore plus endettés, mais plus probablement éjectés du système bancaire en fait. Mais c'est aussi un problème, j'avais fait un article en 2010 sur les frais bancaires. Et je m'étais rendu compte que les banques de détail faisaient 30% de leurs revenus avec les accidents bancaires, avec les agios et les frais. Oui, bien sûr. Donc bien en sûr. fait, c'est aussi une perte de revenus pour la banque. Aristote qui le disait très bien, il faut prendre l'argent là où il se trouve, chez les pauvres, parce que ce sont les plus nombreux. Donc j'en viens à mon point sur lequel mon point complotiste, le point complot. Je vais faire un jingle. On va faire un jingle. Point complot. C'est pourquoi faire ça alors que ça va faire chier tout le monde et ça va faire perdre de l'argent aux banques. Peut-être que c'est le début d'un bank run inversé. Peut-être qu'ils savent quelque chose que nous on ne sait pas. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est complotiste. On commence à retirer l'argent en fait, ou en tout cas ne plus le distribuer. Avant de bloquer les distributeurs de billets, on commence à bloquer la distribution de crédit. Allez, fin du point complot, c'est évidemment un complot. Voilà, donc c'est un point complot. Voilà, donc pour moi, il y a plusieurs ramifications à cette nouvelle, et dont une qui est un peu... en tout cas, on s'interroge, et puis, alors, la première chose, c'est, sans même parler du complotisme, on se dit... ça va mettre beaucoup de personnes, de Français, des millions de Français, en difficulté. Ah oui, mais encore plus. C'est-à-dire, ceux qui sont déjà en difficulté vont être encore plus en difficulté. Voilà. J'imagine qu'il y aura des comptes, les banques... Fermeture bancaire, interdit bancaire. Oui, mais il y aura surtout un nouveau marché de la banque low cost avec des frais beaucoup plus chers, des gens qui vont prendre le risque de prêter. Ça va créer un autre marché. De la banque Lidl. Ce qui existe déjà, mais qui va être encore plus... Donc voilà, c'était un peu ma dernière nouvelle sur ma revue de presse de la semaine. Avant qu'on nous passions à ta rubrique des losers du rock, on va faire un petit point abonnement. Alors je vais le résumer. Il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de commentaires. On a même des gens qui commencent à nous détester, donc ça c'est bon signe. Ah, on a des haters. On a un problème actuellement, c'est le nombre d'abonnés sur YouTube. Il faut qu'on ait plus d'abonnés sur YouTube. Donc je vous invite à partager nos émissions, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on a beaucoup de spectateurs mais assez peu d'abonnés, à activer la cloche. Voilà. Déjà, je dirais la toi là-bas, là au fond. Voilà. Abonne-toi. Voilà. Donc ça c'est important pour nous. C'est important pour vous même, parce que c'est un tour de référencement, qu'on soit mis en avant. Enfin voilà. Après ça, c'est la première étape, c'est avoir un catalogue d'abonnés. Voilà. La barre des 1000, on a dit. On vise les 1000 abonnés. C'est dérisoire, mais on va y arriver. Tu sais. Mais nous, on aime bien cette petite expérimentation. Ça permet de dire des choses. Voilà, parce que le jour où on aura 3 millions d'abonnés, on sera bien emmerdé. On va commencer à s'engueuler. On va se battre. On va s'engueuler. C'est ça. Donc, je connais. On connaît. On sait bien que le seul moyen de survivre dans la musique, c'est le groupe sanguin. C'est quand tu gagnes pas d'argent. Donc voilà. Petit point émission. On va essayer de faire plus d'émissions. Je te l'annonce aussi. On risque de passer à plus d'émissions. Voilà. Je t'en parlerai après. Tu m'avais pas dit ça. Moi, je te propose qu'on fait la même, puis on la coupe en deux. Et puis, on va avoir des invités. Donc, on aura prochainement des invités, des intervenants, plus d'intervenants dans l'émission, réguliers, des chroniqueurs qui vont venir plus régulièrement, et des invités spéciaux. Là, il y en a un qui arrive très prochainement. Très spécial. Très spécial. Très spécial. Donc... Voilà, on continue. Donc, vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Je rapproche mon micro.
Et justement, sur ces plateformes de podcast, vous allez retrouver tout de suite la rubrique des losers du rock de Louis-Marie. De quoi vas-tu nous parler cette semaine, Louis-Marie ? Je vais vous parler, j'en ai pas beaucoup parlé, je vais vous parler d'une loseuse du rock. Alors, pour les abonnés podcast, Spotify, Apple, Deezer et compagnie, les losers du rock avec Louis-Marie, et nous, on continue le programme normal de notre émission. Donc, c'est parti. La culture, je suis entièrement pour seulement. Mais qu'il est con, ce monde, tu peux pas faire attention, là. Regarde ce que tu me fais faire, connard. Alors personnellement, je n'ai aucune page culture, donc je te laisse faire. Alors j'ai pas grand-chose non plus, mais enfin si, exceptionnellement, j'ai été au théâtre, ce qui m'arrive. Oui, c'est ça. Espèce de bourgeois. Alors là complètement. J'ai été donc voir un spectacle de théâtre qui s'appelle Jules Verne, les voyages extraordinaires de Jules Verne, qui est donc consacré à l'écrivain nantais, et qui a pour particularité d'être immersif, c'est-à-dire que toutes les 20 minutes, un groupe de 30 personnes pénètre dans le bâtiment et il assiste à des scénettes relatant la vie de Jules Verne dans les salles de ce bâtiment qui sont spacieuses, 30 personnes rentrent facilement. Les scénettes sont très courtes, ça dure 5 minutes, et puis on change de salle. Et c'est magnifiquement bien fait. C'est sur Jules Verne, la vie de Jules Verne, sur comment Jules Verne, qui écrivait déjà des pièces de théâtre, est devenu le grand écrivain que l'on connaît, mondialement connu et extrêmement lu, relu, publié, republié, grâce au talent de son éditeur, Pierre-Jules Hetzel. Et qui voyage, le premier roman de Jules Verne, il l'avait appelé Voyage en l'air, et l'éditeur l'a appelé 5 semaines en ballon. Tu vois, on voit le talent. Ouais, c'est l'art de titrer. Toi, de l'intérêt d'avoir un bon éditeur quand même. Voilà, c'est le bon titre. Enfin, je vous la recommande, moi qui ne vais rarement au théâtre, qui y vais jamais, quoi. Donc là, c'est un théâtre très spécial où le 4e mur a été aboli. Le spectacle en tout dure combien de temps à peu près ? 1 heure. 1 heure, d'accord, ok. Il est très très bien fait. C'est où exactement ? Alors, c'est donc 47 rue du Cardinal Lemoine dans le 5e arrondissement, ça s'adresse aux Parisiens. Mais je sais que la compagnie tourne, ils le font ailleurs, ils l'ont fait à Rambouillet, c'est Polaris Productions. Ouais, je vois, Polaris Spectacle Immersif. Voilà, qui a fait, qui a investi, qui s'est fait une spécialité de cette manière de faire, et qui donc a investi plein de lieux très 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 connus, mais pas qu'à Paris, donc voilà. Très bien, c'est noté. Moi, je n'ai pas de reco culture, j'ai rien vu de pertinent cette semaine en termes de cinéma ou même musicalement, mais j'ai une reco quand même. Alors, c'est pas de la culture, loin de là. C'est un épisode du podcast du Parisien, un podcast que j'écoute souvent qui s'appelle Code Source. Et il y a un épisode là qui est passé la semaine passée, je pense pendant les vacances, c'est la deuxième quinzaine d'octobre, sur les abus dans le périscolaire en Île-de-France, les abus sur les enfants. Et c'est hallucinant. Quand on parlait de France Potemkin tout à l'heure, de tout qui s'effondre, là en fait le journaliste s'est fait embaucher par un service pour l'enfance, les fameux ateliers périscolaires pour les enfants, comme on a tous utilisé à un moment ou à un autre. Et lui, il a réussi à se faire embaucher avec un CV pipeau. Il n'y a eu aucune vérification. Il est passé complètement dans le truc. Et le plus fort, c'est que il a recueilli des témoignages et tout, parce qu'il y a eu des plaintes, il y a eu des mauvais traitements, il y a eu des abus sur enfants. Il y a eu plein de choses. Et donc, il a voulu un peu vérifier par lui-même. Et c'est effarant, et ça va jusqu'au bout. Alors, en fait, on lui a fait faire des choses qui n'étaient même pas prévues sur son contrat d'ailleurs qu'il n'a jamais signé, parce qu'il a réussi à travailler sans signer de contrat, parce qu'ils ont dit non, je ne sais même pas comment ça se passe en termes d'assurance. Sans protection juridique. D'ailleurs, quand l'article il a démissionné, en fait, c'est même pas qu'il n'a même pas eu à démissionner, il a laissé tomber l'affaire en disant je viens plus, machin. Ce qui veut dire qu'un jour quelqu'un peut décider du jour au lendemain de ne pas venir, sans prévenir. Franchement, je vous dis, ça vaut un film. C'est pour ça que je vous fais écouter ça, parce que là on parle d'enfants en bas âge. D'enfants ça va de... Non, c'est pas forcément bas âge, d'ailleurs, ça va de primaire, enfant 3 ans à 10 ans, quoi. Voilà, et franchement, t'écoutes cette émission, t'as même plus envie de... Et c'est en Île-de-France, ils précisent pas la ville, parce que, il y a tout est fait sous le couvert de l'anonymat. Bon, il faut savoir que, comme l'article a été publié, la mairie en question l'a quand même recontacté, mine de rien, on vous a pas fait signer votre contrat à propos, machin et tout. Parce qu'en plus, c'est du périscolaire géré par la mairie, parce que le périscolaire, c'est un secteur qui est apparu dans le primaire suite à la réforme de Najat Vallaud-Belkacem sur les rythmes.
Oui, c'est pour les mairies, c'est géré par les mairies. Ouais, c'est géré par la mairie. Géré par les mairies. Et ouais, moi, ça m'a glacé le sang. Et puis donc on sait qu'il y a eu quand même des affaires. Il y a eu des enfants qui ont été abusés. On sait qu'il est de toute manière tout à fait logique que dans les milieux où se trouvent des enfants, on y trouve le plus grand nombre de gens qui aiment les enfants. C'est assez logique. Au-delà de ça, alors il y a ces abus-là, puis au-delà de ça, il y a quand même, ça demande quand même, je sais pas, un minimum de savoir-faire, un enfant. Tu te souviens de l'affaire aussi des crèches dans lesquelles un enfant est mort, et on a découvert que les gens qui y travaillaient étaient complètement pas diplômés. Mais là, j'ai vu aujourd'hui une annonce, Paris cherche des assistants pour la maternelle. Alors. En fait, lui, en gros, il dit tu sais marcher, tu sais mettre un pied devant l'autre, c'est bon, t'es embauché. Ouais. Voilà, et c'est ce qu'il dit dans son article. Il n'y a pas plus de compétences que ça, quoi. Donc tout ça pour s'occuper de vos enfants. Alors il faut savoir que tous les gens qui bossent dans le périscolaire sont pas comme ça, et ils sont eux-mêmes les premières victimes de ces agissements. Oui, clairement. Parce que c'est une dépréciation totale du métier. Mais voilà, quand on parlait il n'y a pas de responsable, tout s'effondre. Ça rentre vraiment dans le domaine. Je pense qu'il n'y aura pas de film là-dessus, il n'y aura pas d'œuvre de... Si tu veux, ça va être McDonald's qui va porter plainte pour concurrence déloyale dans Boulot de merde. Je pense que McDonald's gérerait le périscolaire, ce serait mieux géré en fait. Oui, mais c'est surtout qu'ils se disent, mais on va perdre si on peut travailler en foutant moins que chez nous, où on travaille beaucoup, tu vois, c'est qu'en étant aussi mal payé. C'est des salaires de merde. Oui, c'est des salaires de merde, mais McDonald's aussi. Non, mais là, en plus, ce qu'il raconte dans l'article, c'est qu'on lui a fait faire des trucs qui n'étaient même pas au programme. Enfin, je veux dire, va chercher ci, fais ça, une sortie. À un moment, tu te retrouves au volant de la cantine et c'est toi qui livres les repas. À la limite, tu fais la bouffe, quoi. Enfin, bon, voilà. Donc, code source, les abus dans le périscolaire, c'est un épisode que vous trouverez, je mettrai le lien dans les commentaires. Bon. Donc voilà, c'était un peu le tour de tout ce qu'on pouvait dire pour ce numéro spécial revue de presse de Jamais trop pas assez. Je lance le générique de fin. Allez ficeler les paquets et emballer la joncaille. Voilà, le retour des vacances a été un peu laborieux, on se mélange un peu les pinceaux, mais... On devrait interdire les vacances. Voilà, donc voilà, c'était le numéro 22, déjà 22. Déjà 22, là les flics. Trop pas assez. La vache. On vous remercie de nous avoir suivis pour ce numéro revue de presse qui est parti un peu dans tous les sens, mais qui avait quand même une... C'est un peu la thématique de tous les épisodes. Voilà. Mais il y a quand même une trame de fond qui se dessine bien, puis l'actualité nous la sert régulièrement. En plus, elle vient alimenter. C'est pas nous. Voilà. Donc, au programme. Au programme à venir. Au programme à venir. On se retrouve très vite, très très vite, vraiment très vite. Quand je dis très vite, c'est très vite. Peut-être dès demain, avec un invité spécial. Spécial. Et on parlera d'un sujet dont on n'a jamais parlé ici, mais qui peut vous intéresser. En tout cas, moi, ça m'intéresse pas tant le sujet, mais le traitement de ce sujet. C'est le sujet en soi n'a pas d'importance. C'est ce qu'on en dit et ce que ça dit. Et il sera exploité. Il sera exploité. On vous en dit pas plus, mais voilà. Donc émission spéciale très très prochainement qui arrive sur les réseaux. Sinon, on se retrouve pour une nouvelle émission hebdomadaire mercredi prochain. Et il me reste quelques secondes pour vous remercier d'être aussi fidèles. Je vous invite bien sûr à vous abonner à notre page, vous abonner à notre page YouTube. Je te remercie Louis-Marie. Merci Seb et merci à tous les auditeurs, auditrices. Voilà. Et donc à très vite pour un nouveau numéro de Jamais trop passé. Au revoir tout le monde. Et portez-vous bien. Portez-vous bien. Voilà.